Donald Trump a déclaré qu'il souhaite utiliser des tarifs sur la Chine, le Mexique et de nombreux autres endroits dans le monde qui importent des biens aux États-Unis. Nous allons protéger ces entreprises avec des tarifs élevés. Cela va-t-il créer un boom économique ou un effondrement économique? Et cela va-t-il raviver l'inflation ou va-t-il ralentir l'économie au point où nous pourrions voir plus la désinflation? Sinon, une récession qui pourrait mener à une déflation pure et simple. Je vais répondre à ces questions en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue l'argument. En faveur des tarifs, pourquoi les gens comme Donald Trump disent-ils que c'est une bonne idée? Et les tarifs sont en fait un concept assez simple. Disons que nous avons l'entreprise XXXZ et que c'est une société américaine et c'est une frontière imaginaire, disons. Donc, si nous avons l'entreprise chinoise ABC qui importe des biens représentés par ce carré bleu aux États-Unis, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il dit, eh bien, nous allons augmenter le coût de ces biens de 100%, supposons juste pour les besoins de 7, exemple que le tarif est de 100%. Donc, normalement, ABC exporterait ce bien aux États-Unis, disons pour 5 $ et rivaliserait avec l'entreprise XYZ. Mais maintenant, tout à coup, avec ce tarif supplémentaire de 100% qui est essentiellement une taxe, c'est juste une taxe de 100%. Maintenant, tout à coup, ce bien passe à 10 $. Donc, les consommateurs américains, lequel de ces biens sont-ils susceptibles d'acheter? S'ils sont très similaires, l'un coûte 10 $, l'autre 5 $, eh bien, évidemment, c'est une évidence. Et s'ils vont acheter le produit national de l'entreprise XYZ, donc l'essentiel de l'argument ici est que cela protège les entreprises américaines. Nous mettons l'Amérique en premier. Maintenant, beaucoup d'économistes appellent cela des politiques protectionnistes. Si vous avez déjà entendu ce terme, et ce n'est pas seulement pour les entreprises existantes, ils soutiennent que cela aide vraiment les startups aussi, parce que lorsque les startups sont limitées en capital, elles sont limitées en ressources, elles ne veulent pas rivaliser avec la Chine, l'Inde, la Malaisie, le Mexique, etc. Cela leur rend la tâche plus difficile. Donc, cela sert un peu de roue d'entraînement pour les startups américaines jusqu'à ce qu'elles atteignent un point où elles peuvent rivaliser et ensuite peut-être que vous pouvez enlever le tarif. Donc, ces tarifs sont utilisés pour plusieurs raisons et plusieurs stratégies, mais la principale chose dont parle Donald Trump est de protéger les entreprises existantes. Aux États-Unis, donc, le grand exemple de cela serait les entreprises automobiles. Allons-y et imposons un tarif de 100% sur toutes les voitures japonaises qui entrent ou les voitures coréennes. Donc, par rapport à leurs homologues aux États-Unis, elles deviennent très, disons, indésirables. Parce que si vous avez le choix entre une Ford ou disons une Toyota et qu'ils sont exactement la même voiture, mais que la Toyota coûte 2 fois le prix, encore une fois, vous allez choisir la Ford. Donc, un autre argument ici est que cela maintient les emplois de fabrication aux États-Unis et ce sont les bons emplois que nous voulons dans toute la Rust Belt, le Midwest. Ramenons ces emplois dans la bonne vieille Amérique et cela va augmenter le niveau de vie, pas seulement pour ces personnes dans la Rust Belt, mais pour l'ensemble de l'économie, car ces personnes qui gagnent plus d'argent, elles vont dépenser cet argent dans l'économie. Vous avez une économie qui est beaucoup plus circulaire. Donc, au lieu que l'argent sorte des États-Unis en apportant des biens, il circule à l'intérieur des États-Unis, faisant augmenter le PIB nominal. De plus en plus, c'est l'argument. Et beaucoup de personnes qui favorisent les tarifs, comme Donald Trump lui-même, se référeront à l'histoire et diront, eh bien, regardez à quel point nous avons été réussis aux États-Unis à la fin des années 1880. Nous avons eu la révolution industrielle et nous avions des tarifs à l'époque. Donc, si nous avons simplement des tarifs maintenant, alors nous allons avoir une autre révolution industrielle. Ils prennent simplement cette corrélation et supposent qu'elle est une causalité, mais vous savez que c'est souvent une très grande erreur. Étape numéro 2. Maintenant, passons à l'argument contre les tarifs. Eh bien, tout d'abord, revenons à notre petit dessin ici qui nous montre comment fonctionnent les tarifs.
Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux scénarios différents. Donc, le premier scénario serait celui où l'entreprise ou la société XYZ n'existe pas vraiment aux États-Unis. Par exemple, la plupart des choses que vous achetez chez Home Depot, Walmart, Target, tout cela est produit à l'étranger. Nous ne produisons aucune de ces choses ici aux États-Unis. Donc, il n'y a pas d'entreprise XYZ. Il n'y a que l'entreprise ABC. Et vous dites, eh bien, Georges, si nous imposons ces tarifs, alors nous allons créer ces entreprises ici aux États-Unis. Eh bien, pas vraiment, pour de nombreuses raisons différentes. Mais la première raison est de créer des biens. Ce n'est pas comme créer un logiciel où vous pouvez le faire très rapidement. En général, cela prend des années, parfois même des décennies, pour construire l'infrastructure nécessaire à la production d'un certain produit. Donc, revenons à cela. Supposons un instant que XYZ n'existe même pas dans l'économie nationale. Donc, les seuls biens auxquels nous avons accès chez, disons, Home Depot, Walmart, Target, proviennent d'ABC et Trump impose un tarif de 100% sur eux. D'accord. Que va-t-il se passer avec le coût des biens que vous achetez quotidiennement? Eh bien, il est probable qu'ils n'augmentent pas seulement, mais qu'ils augmentent considérablement. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est que cela ne signifie pas nécessairement que nous aurons une inflation généralisée, une inflation des prix à la consommation, comme nous l'avons vu en 2020, 2021 et jusqu'en 2022. Plus à ce sujet dans l'étape numéro 3, où je vais vous donner ma prédiction sur la question de savoir si je pense que ces tarifs vont créer l'inflation, la désinflation ou la déflation pure et simple résultant de la contraction réelle de l'économie. Mais pour revenir à notre deuxième point ici, généralement, la qualité diminue aussi. Donc, les prix augmentent avec les produits qui arrivent et la qualité diminue. Eh bien, comment cela peut-il se produire? D'accord. Supposons un instant que parce que ABC vend son produit pour 10 $, il n'y a aucune demande. Que va-t-il se passer? Ils vont arrêter d'exporter ce produit vers les États-Unis. Donc, en effet, XYZ a un monopole sur toute l'industrie. Eh bien, s'ils ont un monopole sur l'industrie, il n'y a pas de concurrence. Ils deviennent figurativement paresseux et flasques. Et donc, pourquoi devraient-ils produire un produit de qualité pour tous les consommateurs aux États-Unis alors qu'ils sont protégés de leur concurrence de la part du gouvernement? Et en passant, depuis ma retraite en 2012, j'ai vécu dans des pays avec des tarifs douaniers élevés et j'ai vu de mes propres yeux où la qualité pour le consommateur domestique, le citoyen moyen, chute. Mais le pire n'est pas nécessairement l'augmentation des prix ou la baisse de la qualité. Ces tarifs deviennent ancrés dans le système politique avec les planificateurs centraux, les autoritaires, l'élite, si vous voulez les appeler ainsi, et vous voyez une corruption massive. Et je voudrais souligner que la fin des années 1800 est un exemple parfait de cela. Donc, vous pouvez imaginer que si nous mettons en œuvre ces tarifs, est-ce que cela signifie moins de planification centrale ou plus de planification centrale? Évidemment, beaucoup plus. Et ces planificateurs centraux vont choisir les gagnants et les perdants en fonction de qui a voté pour eux ou de qui ils sont. Amis, c'est absolument du capitalisme de copinage et encore une fois, cela mène à une corruption massive. Et vous n'avez pas à me croire sur parole. Demandez-vous simplement pourquoi sommes-nous passés d'un système fiscal basé sur les tarifs à un impôt sur le revenu, pour commencer, ce qui en soi est terrible. Éditeur, allons droit à cet article de l'Institut Cato. En même temps, le protectionnisme tarifaire élevé a continué d'attirer des groupes d'intérêt en quête de rente. Et il parle de la fin des années 1800 et du début des années 1900. L'extravagance même de la corruption publique autour des révisions des tarifs a atteint son paroxysme à la fin du 19e siècle. Finalement, amenant les réformateurs à appeler à l'abandon d'un système de revenus basé sur les tarifs
Puisque les tarifs étaient ostensiblement un dispositif de revenu selon la Constitution, échanger un autre système fiscal fédéral éliminerait le besoin de leur continuation et briserait ainsi la coalition des groupes d'intérêt protectionnistes. C'était l'argument principal derrière le mouvement de l'impôt sur le revenu fédéral qui a finalement triomphé en 1913. Alors, je veux que vous réfléchissiez à quel point le système des impôts sur le revenu est mauvais en ce moment. Et pensez simplement, c'était une amélioration du système de tarifs qui a précédé cela en 1913. Donc, ce que Donald Trump vous dit, c'est qu'il veut revenir à un système qui était bien pire que l'horrible système que nous avons déjà en place aujourd'hui. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux aborder un autre argument que je n'ai pas traité au point numéro 1. Ce que j'aurais dû faire, et cet argument, nous l'avons un peu effleuré lorsque nous avons abordé l'histoire des tarifs à la fin des années 1800 et au début des années 1900, mais c'est cette idée que Donald Trump avance selon laquelle vous pouvez diminuer les impôts sur le revenu, voire les éliminer, simplement en augmentant les tarifs ou en mettant en œuvre ces tarifs, car le montant des recettes fiscales générées par les tarifs compensera la baisse des recettes des impôts sur le revenu. D'accord, réfléchissons à cela. Si nous imposons un tarif de 100% sur les biens venant d'ABC, il est probable que personne ne va les acheter. Je veux dire, c'est le but, non? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ABC va cesser d'exporter des biens vers les États-Unis, car d'un point de vue financier, cela n'a plus de sens. D'accord, super. Alors maintenant, allons jusqu'à l'extrême et disons que vous n'avez aucune importation entrant aux États-Unis. Fantastique. Où sont vos recettes fiscales? Elles ont disparu. Maintenant, laissez-moi être très clair. Je ne dis pas que je suis en faveur du gouvernement fédéral générant des impôts pour commencer. C'est un sujet pour une vidéo complètement séparée. Tout ce que je fais, c'est aborder ce récit selon lequel, si nous augmentons les tarifs ou les mettons en œuvre dès le départ et que nous le faisons de manière intelligente, cela compensera le manque à gagner que nous aurions en diminuant l'impôt sur le revenu dès le départ. Et ironiquement, supposons que vous êtes quelqu'un qui pense que le gouvernement fédéral devrait collecter des recettes fiscales pour le bien commun. Plus ces politiques protectionnistes fonctionnent bien, moins de biens entrent, moins d'impôts sont collectés, plus vous vous rapprochez de l'effondrement complet de tout le système. Et revenons à l'histoire une fois de plus. Donc, nous avons fait ce petit montage juste là. Et au fait, je ne sais pas à quel point vous faites attention, mais j'ai oublié de mettre l'étape numéro 2 là-haut. Donc, si vous vous demandez pourquoi nous avions l'étape numéro 1 tout le temps pendant l'étape numéro 2, c'est parce que j'ai oublié de le faire. D'accord. Rire, rire. Quelques informations en coulisses pour vous. Donc, pour revenir à l'histoire, je veux souligner que lorsque les tarifs ont été si réussis, selon les partisans des tarifs, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, les dépenses du gouvernement fédéral en pourcentage du PIB, en fait, les dépenses gouvernementales en pourcentage du PIB étaient de 5%. Cela signifie que le secteur privé représentait 95% de la production économique. Et lequel, pensez-vous, sera plus efficace? Le secteur public, le gouvernement ou le secteur privé? Réponse évidente. Maintenant, aujourd'hui, c'est environ 50-50. Donc, ce que cela signifie, c'est que nous avons une énorme quantité de paperasse, de bureaucratie, de réglementation, etc., par rapport à ce que nous avions à la fin des années 1880. Et donc, même si vous voulez soutenir que ces tarifs étaient un bénéfice net à l'époque, les conditions sont si radicalement différentes que vous comparez des pommes et des oranges, parce que ce que nous supposons, c'est que si nous avions un gouvernement de cette taille au lieu de cette taille, alors c'est vrai, si vous mettiez en place des incitations différentes, nous pourrions ramener la fabrication ici même aux États-Unis, mais en ce moment, dans ces conditions, allez-vous prendre votre milliard de dollars et construire une usine qui ne produira pas de produits pendant les 10 prochaines années, juste en supposant que vous obtenez un retour sur votre investissement
sans avoir d'idée de qui sera le président après Donald Trump et à quel point il sera à gauche ou disons socialiste. Bien sûr que vous ne le feriez pas. Vous ne prendriez pas le risque de construire l'usine en premier lieu parce que les conditions sont très différentes aujourd'hui, ce qui signifie que la quantité de bureaucratie, de réglementation et le grand inconnu représentent un risque bien plus grand par rapport à ce qu'il aurait été à la fin des années 1880 ou au début des années 1900, où l'intrusion du gouvernement dans votre entreprise ou le risque d'un gouvernement trop envahissant était presque inexistant. Étape numéro 3. Alors maintenant, passons à ma prédiction. Ces tarifs vont-ils créer une inflation massive des prix à la consommation ou une augmentation des taux d'intérêt à long terme, de sorte que les taux hypothécaires continuent d'augmenter de plus en plus? Commençons par regarder un graphique et essentiellement, depuis la date d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mandat de Trump, nous l'appellerons les 4 prochaines années. Et à gauche, nous avons 0% jusqu'à 2% et jusqu'à 2%. Je veux commencer par examiner la croissance de l'offre monétaire représentée par cette ligne verte. Maintenant, mon scénario de base est qu'il est assez stable, du moins au cours de l'année prochaine, en accord avec ce que nous avons observé au cours des 2 dernières années, où il est resté stable, légèrement en hausse si nous regardons les agrégats monétaires tels que l'offre monétaire M2 ou M1. Éditeur, vous pouvez y aller et afficher un graphique pour que le spectateur puisse voir de quoi nous parlons, mais l'essentiel est qu'il soit stable ou légèrement en hausse. C'est bien en dessous de la tendance. Et s'il est en dessous de la tendance, il est très difficile de faire réaccélérer les prix à la consommation. En d'autres termes, passer de 2,5% à 3%, puis à 5%, à 7% et à 9%, tout comme nous l'avons vu en 2020, 2021 et début 2022. Donc, bien que je pense que les prix chez Walmart, Home Depot et Target vont augmenter, représentés par cette ligne bleue, je ne sais pas si, en prenant l'ensemble du panier de biens que vous achetez quotidiennement, les prix vont s'envoler. Ce ne sera pas un type d'inflation des années 1970, mais rappelons également que même si les prix augmentent légèrement, la demande agrégée va probablement diminuer en raison du phénomène monétaire dont nous avons parlé plus tôt, ce qui signifie que les consommateurs achètent de moins en moins de biens. Et le point important ici est que le niveau de vie diminue. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit plusieurs fois dans ces vidéos, la mesure de la richesse n'est pas des unités monétaires, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas du Bitcoin, ce n'est pas de l'or, c'est simplement la quantité de choses auxquelles vous avez accès et la qualité de ces choses auxquelles vous avez accès. C'est comme être échoué sur une île déserte. Et disons que tout ce que vous avez, ce sont 2 noix de coco, du sable et de l'eau, mais vous avez un grand coffre plein d'1 milliard de dollars. Êtes-vous riche ou pauvre? La réponse est que vous êtes pauvre. Donc, ce que ces tarifs vont probablement entraîner, même si nous n'avons pas d'inflation des prix à la consommation, c'est un niveau de vie inférieur parce que les Américains auront accès à moins des choses représentées par la ligne rouge et encore une fois, les choses qu'ils peuvent acheter seront probablement de moindre qualité. Et cela, c'est si Donald Trump est capable de réellement mettre en œuvre les tarifs au degré auquel il se vantait sur le terrain de campagne. Pour plus de contenu qui vous aidera à accumuler de la richesse et à prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, consultez cette liste de lecture juste ici et je vous verrai dans la prochaine vidéo.